Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de Cabaya. Cabaya, c'est avant tout une histoire de copains, Bastien et Emilien. Deux profils atypiques qui ont créé une marque d'accessoires, ingénieux et colorés, et surtout ce qui m'intéresse en l'occurrence, hyper pratique et conçu pour durer. Perso, comme je bouge tout le temps, j'ai besoin d'un sac solide et pratique. Et du coup, j'ai adopté depuis quelques temps maintenant leur sac à dos New York gris clair que j'aime beaucoup, parce que je peux y balancer pêle-mêle mon ordi, mon matos de podcast, des bouquins, toute ma vie, quoi. Et même en cas de pluie, no worries, le tissu est 100% déperlant. Et comme ils sont trop sympas chez Cabaya, ils ont décidé de s'associer au gratin et de vous offrir à vous, chers amis auditeurs, 10% sur tout leur site internet, et ce jusqu'au 31 juillet avec le code LEGRATIN. Alors plus d'excuses, rendez-vous sur le site cabaya.fr, cabaia.fr pour découvrir leur gamme et puis pourquoi pas bénéficier de 10% avec le code LEGRATIN. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et c'est avec plaisir que j'ai pris mon micro aujourd'hui pour vous parler de mon nouvel invité. Mais avant cela, on revient rapidement en arrière pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités parmi les meilleures au monde dans leur domaine, des athlètes comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi, pourquoi pas, des scientifiques, des entrepreneurs, des chercheurs. Bref, je vais taper à toutes les portes pour essayer de trouver les personnes les plus remarquables qui vont nous aider à nous développer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Avant de me lancer dans l'épisode du jour et dans cette conversation, je voulais vous demander un petit service. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je me dis que quand même, une fois de temps en temps, une petite piqûre de rappel vaut bien la peine. Et bien évidemment, vous l'avez deviné, ce service, c'est de vous abonner, de vous demander de vous abonner. Vous êtes nombreux à être abonnés, mais pour certains, peut-être que ce n'est pas encore fait et vous risquez alors de rater un épisode, ce qui serait quand même bien dommage. Je me donne beaucoup de mal pour vous apporter des contenus de grande qualité. Et puis parfois, sans crier gare, on passe à côté d'une pépite. Donc pensez à vous abonner. Voilà, c'est dit, on peut passer maintenant à l'invité du jour. Alors il s'agit de Mathieu Péché. Mathieu Péché est né à Épinal, dans les Vosges, et ça a son importance. Il est séiste français, pratiquant le slalom avec son coéquipier Gauthier Claus. Alors qu'est-ce que c'est que séiste ? Eh bien figurez-vous que séiste, ça n'est rien de moins que, comme notre ami Tanguy Estanguet, quelqu'un qui, dans le cadre de Jeux Olympiques ou de championnats, va pouvoir faire du kayak. Et en l'occurrence, comme vous l'aurez compris, ce qui est très intéressant dans le parcours de Mathieu, c'est qu'il le fait en double, en binôme, et donc a dû vraiment adapter tout son sport au fait de travailler entièrement à deux. En parallèle de tout son palmarès extrêmement prestigieux, Jeux Olympiques de Londres en 2012, puis Jeux Olympiques en 2016 avec Gauthier où il obtient la médaille de bronze dans l'épreuve de slalom de canoë-kayak dans la catégorie C2. Il est également en 2017 champion du monde en canoë biplace à Pau. Une vraie consécration. Depuis, Mathieu a laissé de côté son kayak et se consacre à une nouvelle passion, à savoir manager l'équipe e-sport Vitality sur le jeu Counter-Strike. Alors c'est très intéressant parce que dans cet épisode, on a du coup parlé évidemment de kayak, mais surtout en fait, et ce qui m'intéressait au-delà du sport, de la mentalité qu'il faut avoir pour être un gagnant, et puis de ce fameux travail en équipe, de ce binôme, de cette collaboration, presque une association pourrait-on dire, où on va vraiment devoir à deux en permanence s'adapter pour réussir à aller le plus loin possible. J'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant dans le cas de Mathieu et vous verrez qu'il a beaucoup d'insights très intéressants, qu'il y a beaucoup réfléchi. D'autre part, on a parlé de sa transition vers l'e-sport puisqu'il a fini par arrêter d'être sportif de haut niveau et notamment donc en tant que manager de l'équipe e-sport Vitality, donc avec des problématiques très particulières puisque c'est là aussi vraiment un travail en équipe et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'y est intéressé. Un épisode un peu différent qui j'espère vous le plaira et puis surtout sur une thématique différente, le canoë-kayak. Je n'y connaissais pas grand-chose pour tout vous dire, mais j'espère que ça vous donnera envie de creuser le sujet. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathieu Péché. Salut Mathieu, bienvenue sur Le Gratin. Salut Pauline, merci de ton invitation et avec plaisir. Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir, même si c'est à distance. Je préfère faire les interviews en vrai, mais tu vois, t'es en Allemagne, moi je suis pas non plus à Paris, donc tu vois, on fait ce qu'on peut et je te remercie d'avoir pris le temps en plus un samedi. Si ça te va, Mathieu, je voulais commencer très simplement parce que tu m'expliques ta discipline, la discipline du canoë en slalom, parce que du coup, moi, je me suis renseignée pour préparer cette interview, mais je peux imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent, qui n'en ont peut-être pas entendu parler, ou en tout cas qui connaissent pas les règles. Et du coup, si ça te va, je veux bien que tu m'expliques brièvement en quoi consiste le sport, et puis peut-être aussi en quoi consistent les épreuves, notamment olympiques, tu vois, pour cette discipline.
Alors, je vais essayer de banaliser ça au maximum. Donc, donc c'était une ancienne vie, c'est une vie qui est passée, mais je faisais du canoë biplace slalom. Alors, on va commencer par canoë. Donc, il y a généralement, on parle de canoë-kayak, c'est la discipline entière, en fait. Sauf que dans le canoë-kayak, il y a du canoë, une embarcation, c'est le canoë, notre embarcation, c'est le kayak. Alors, dans le canoë, on est à genoux dans le bateau. On apparente ça aux Indiens. Et le kayak, on est assis dans le bateau et on pagaie des deux côtés. Le canoë, on pagaie que d'un côté. Et le kayak, c'est les Esquimaux. Alors après, biplace, donc ça veut dire qu'on était deux dans le bateau. Je fais toute ma carrière avec un seul et même coéquipier. Et slalom, je pense que les Français ont l'image de tennis tanguay qui passe entre des portes. Et je devais passer entre des portes sans les toucher. Pas comme au ski de slalom où ils ont le droit de toucher les portes. Ou si on touchait une porte, enfin une fiche, on appelle ça une fiche, les deux piquets qui pendaient entre lesquels on devait passer, on avait 2 secondes de pénalité sur le temps final, puisqu'on est chronométré du départ jusqu'à la fin. Le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur temps et de pas toucher de porte. Et donc, en plus, vous faites ça à 2. Voilà, nous on faisait ça à 2, donc sur le même parcours, sur le même tracé que les monoplaces, donc ce qui était un peu plus difficile, mais bon, on se battait pas contre les monoplaces, mais on se battait contre les biplaces. Et aussi la différence avec le ski, c'est que nous on a un terrain mouvement, c'est-à-dire qu'on était dans une rivière avec des vagues, des rouleaux, etc. Donc c'était difficile à prévoir ce qui allait arriver, mais on essayait de faire au mieux. Et dis-moi, une épreuve en général, ça dure combien de temps? C'est-à-dire qu'un slalom, classiquement, en biplace, c'est quoi? Alors en fait, c'est souvent sur un week-end. Le vendredi, il y avait la phase de qualification. On avait 2 manches pour atteindre le top 15. Et ensuite, il y avait le dimanche, il y avait une phase de demi-finale où on avait un shot, c'est-à-dire une descente, un run pour atteindre le top 10. Et ensuite, arrivé la finale environ 2 heures après, où là, c'était une seule manche en fait et qui décidait de ton classement final. Donc, tu pouvais faire premier de la demi-finale et puis dernier de la finale ou inversement, tu pouvais passer ric-rac en finale et puis gagner la finale. D'accord. Ce que je trouve assez dingue dans ce sport, mais tu m'arrêtes, j'y connais rien, tu m'arrêtes si c'est une bêtise, c'est le fait justement que vous soyez 2. Je trouve ça hyper intéressant parce que je me dis, dans un slalom, t'es hyper concentré sur moi j'ai fait beaucoup de ski, donc j'ai fait du ski slalom, il se trouve, et je peux imaginer que t'es là aussi très concentré, mais le fait d'être à 2, d'avoir un coéquipier qui peut-être anticipe pas le mouvement exactement pareil que toi, enfin doit nécessiter une coordination énorme. Et je voulais savoir du coup, premièrement peut-être comment est-ce qu'on se choisit entre coéquipiers, et puis justement si tu peux me parler de cet esprit d'équipe qui est nécessaire dans le cas de cette discipline à 2 justement. Ouais, c'est exactement ça. Avec mon coéquipier, donc Gauthier Claus, on avait on se connaît depuis qu'on est né en fait. On avait une symbiose parfaite quoi. Il y a des moments où on n'avait même plus besoin de se parler. On savait ce que l'autre allait faire quoi. Enfin, on avait notre relation à chaque fois. On disait qu'on était un couple, des choses comme ça. En fait, on n'a jamais vraiment trouvé le terme qui pouvait nous caractériser parce que ça allait au-delà de tout ça parce qu'on était à la fois colocataires. On était en cours ensemble, on a fait une école de commerce, on était les deux dans la même classe, on faisait du bateau ensemble, on était aux entraînements tous les jours ensemble. Donc ouais, ça allait encore plus loin. À la fois au début on était potes quand on était mis ensemble au tout début quand on a commencé à l'âge de 7 ans. Et après on était collègues, après on a tout vécu ensemble. On a vécu la 4e place aux Jeux à Londres qui était une désillusion pour nous même si c'était nos premiers jeux. On a connu des victoires, on a connu plein de choses, donc ça nous a renforcés. Et puis même maintenant, on se voit encore parce qu'on a des projets en commun et on a un profond respect entre nous. Et même maintenant, c'est tellement facile de travailler ensemble parce que j'arrive tellement à pas anticiper ce qu'il va dire parce que tu sais jamais comment quelqu'un va réagir, mais je connais son fonctionnement et puis voilà, c'est assez naturel entre nous quoi. Mais après, on se complétait très bien. On a beau avoir eu le même parcours, on n'a pas du tout les mêmes personnalités. Et c'est pour ça qu'on a été carrément complémentaires, quoi. Moi, j'étais beaucoup plus fonceur, c'est-à-dire que moi, il fallait tester pour voir, quoi. Lui, il était plus cérébral, c'est-à-dire qu'il avait besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre avant d'y aller. Donc des fois, il a pris le lead et donc on utilisait sa méthode et ça a plutôt bien marché. Et des fois, c'est moi qui prenais le lead et ça marchait plutôt pas mal aussi, quoi. C'est marrant que tu dis ça parce que j'allais te poser la question justement sur est-ce qu'il faut, dans ce genre de cas, que vous soyez complètement alignés, que vous soyez pas la même personne, mais tu vois que finalement, je rapproche ça en plus de l'entrepreneuriat, quand tu t'associes avec quelqu'un, tu travailles en fait pour aller dans la même direction.
mais est-ce que tu dois avoir finalement plein de valeurs communes, plein de complémentarité, c'est pas le bon mot, de similitudes, ou au contraire, est-ce qu'il faut que ça soit un peu différent? Et là, je comprends que dans votre cas, c'était plutôt un alignement au niveau de votre volonté, mais par contre des différences au niveau un peu psychologique de vos personnalités, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Après, sur différentes choses, on se rejoignait, on était carrément sur la même longueur d'onde. Après, ce que je t'ai dit, c'était nos deux traits qui se différencient dans la vie, même maintenant, tu vois. Après, voilà, on a tracé chacun nos chemins quand on a arrêté notre carrière, mais et pendant la carrière, ouais, on était tout le temps alignés et surtout tout le temps ensemble. Au final, de par notre parcours scolaire ou même notre carrière sportive, mais on était tout le temps fort ensemble. Mais on préférait se séparer, par exemple, quand on partait en stage ou etc. On se splittait à chaque fois dans les chambres, on n'était jamais ensemble. Même on avait des potes au commun, mais on avait aussi des potes chacun de notre côté. Donc on avait aussi notre jardin secret, mais aussi on aimait se retrouver parce que de toute façon on était, enfin ouais, on était collègues, on était. Des fois il y a eu des frictions, c'est sûr, comme dans la vie. Mais le but du jeu, c'était de construire là-dessus et de pas avoir une rupture franche et nette, parce que lui, il avait besoin de moi et moi, j'avais besoin de lui. Donc, je pense qu'on était le plus loin possible, quoi. On a travaillé intelligemment, je pense. Bah, écoute, en tout cas, ça, il semblerait, parce que ça vous a quand même plutôt réussi. Je voulais te parler justement des JO de Londres et de cette 4e place. J'ai lu justement que ça avait été une déception pour vous. Alors on se dit quand même, a priori 4e place, c'est quand même pas si mal, mais visiblement vous visiez plus et puis vous avez un palmarès qui est tel que finalement on peut comprendre la déception. Est-ce que tu pourrais nous prendre par la main et m'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé lors de ces JO? Qu'est-ce qui a fait en fait que selon toi vous êtes arrivé 4e? Et puis surtout, quelle peut-être a été votre réaction, tu vois, émotionnelle à ce moment qui devait être pas évident? En fait, là, je vais te livrer l'analyse 2021, parce qu'il y a une analyse 2012, 2013, enfin, tu vois, à court terme, en moyen, long terme. Là, on est plus à long terme, mais l'analyse que j'ai maintenant, après, je me souviens des autres analyses après, c'est que, en fait, on est arrivé, c'était nos premiers jeux. Alors, certes, on nous avait prévenu, on nous avait dit, on a émis des gros warnings, des trucs qui clignotent, tout, on le savait. Et on était un peu feu follet. Et on vous avait dit quoi? Bah, que faut faire gaffe, quoi, parce que en fait, t'as vite fait de te cramer les ailes dans le village olympique. Enfin, tout est nouveau. En fait, c'est le Disneyland pour les grands, hein, le village olympique. Et nous, dès qu'on est rentré là-dedans, on était comme des gosses, quoi. Mais après, notre coach qui avait déjà fait les jeux, il a su trouver les mots aussi pendant. C'est pas trop grillé non plus. Puis il y avait Tony Estanguet aussi avec nous, donc il a vraiment joué son rôle de grand frère. Mais on y allait, et en plus, en fait, on s'est pris au jeu. En fait, on arrivait au jeu en étant les outsiders, parce on avait trop rien fait avant. On commençait notre carrière chez les grands. On s'est qualifié parce qu'en fait, le plus dur, c'est pas tant les Jeux Olympiques en France, c'est les sélections pour les Jeux Olympiques. Parce que en France, il y a une telle densité par catégorie. Il y a qu'un seul bateau par catégorie qui peut partir. Il y a qu'un seul canoë homme, donc ce que faisait Tony Estanguet. Il y a qu'un seul canoë biplace, etc. Donc, les sélections françaises, c'est une bataille navale qui dure une semaine, mais tu sors de là, t'es lessivé, quoi. C'est compliqué. Donc, une fois arrivé au jeu, déjà, tu sais que t'as gagné ta place, mais que les autres qui sont restés à la maison, ils peuvent faire un podium. Donc, t'as pas envie de décevoir non plus les potes, les collègues qui sont restés à la maison. Après, tout le monde n'est pas pote, mais nous, on fonctionnait plutôt comme ça. Et on est arrivé au jeu, on a gagné les qualifications, donc la phase de qualification. Personne nous attendait trop là. Et en demi-finale, on fait 3e. Donc, c'est le jour même, en fait. Et puis après, arrive la finale. Et on part donc en classement inverse de la demi-finale. Donc quand on part, on était 3e. Donc derrière nous, il restait 2 bateaux à passer. Et nous, on passe, on touche une porte vers le bas du parcours. Donc ça, c'est un peu le manque d'expérience. C'est-à-dire que le but du jeu, sur une manche qui dure 1 minute 30, 2 minutes, plus la manche avance, plus il y a l'acide lactique qui va monter dans les bras et moins on va être lucide. Et nous, on était un peu tendre dans ce jeu-là. Et on est arrivé en bas, on a touché une porte. Donc physiquement, c'est Gauthier qui la touche, mais mais dans tous les cas, c'est impossible pour moi de dire c'est lui qui a touché. Beaucoup de bateaux auraient pu remettre la faute sur l'un des deux en disant tiens, c'est toi qui as touché, t'as fait n'importe quoi, etc. Mais bon, nous, c'était ça qui nous a suivi toute notre carrière. C'est le bateau qui fait l'erreur. On gagne ensemble, on perd ensemble.
Et du coup, on est arrivé en bas, deuxième, et il restait 2 bateaux derrière nous, et les 2 sont passés devant nous. On a fini quatrième. Et ouais, on était tendre, on était peut-être pas prêt, je sais pas. Et puis après, c'était tellement, c'était. En fait, pour moi, enfin, c'était pas une descente aux enfers, mais c'était compliqué déjà de remettre des mots dessus. Enfin, il y avait toute la famille. Londres, c'était pas loin de la France, donc franchement, il y a toutes les familles qui étaient venues. On savait pas si on allait retourner au jeu en 2016, donc tout le monde vient, tout le monde fait le déplacement. Et je sais pas, par exemple, 1 heure après, on était avec tous les supporters qui étaient là, qui étaient venus. Donc là, c'était vraiment compliqué, même pour moi. Enfin, je me rappelle, Gauthier était au contrôle antidopage directement après avoir passé la ligne d'arrivée. Moi, la petite anecdote, j'étais en train de remettre notre bateau sur la remorque donc de la camionnette qui ramenait notre bateau en France. Je l'ai mis dans une housse, le bateau, je l'accrochais. Et là, j'entendais l'hymne national anglais parce que c'est des Anglais qui ont gagné. Donc j'entendais le podium qui se passait. Et puis après, par contre, le lendemain, on a mis un plan de combat. Je sais pas si on l'a je me rappelle plus si on l'a verbalisé, mais avec Gauthier, le coach, on s'est dit bah voilà, les Jeux Olympiques en 2016, c'est dans 4 ans, et puis bah on va aller chercher, on va aller gagner. Donc le lendemain des Jeux Olympiques 2012, donc quatrième au fond du seau. Le lendemain. Ouais, le lendemain. On a dit bah voilà, le plan d'action pour 2016, ça va être ça. Mais alors ça c'est fascinant. Après pendant 4 ans, ma vie elle a tourné que autour de ça. C'est fascinant parce que tu vis un échec. Ah, t'as pas en fait, besoin c'était ma mission. tu vois, t'as pas besoin à un moment donné c'est même pas de te reposer, mais tu vois, psychologiquement, d'accuser le coup avant de te dire, ou est-ce qu'au contraire, le fait de te refixer un nouvel objectif t'a fait sortir de la torpeur? Ouais, moi je fonctionne par objectif. J'avais besoin d'avoir une lumière au bout du tunnel en fait. Même si Gauthier n'avait pas besoin ou le coach, tu vois, moi j'en avais besoin et du coup je l'ai verbalisé. Je leur ai dit voilà, qu'est-ce qu'on fait là pendant 4 ans parce que dans 4 ans, moi j'ai envie de gagner les Jeux Olympiques. Après, même si la finale en elle-même qu'on a vécue à Londres, j'ai pas pu regarder la vidéo facilement pendant 4 mois quoi. Mais alors que je refaisais la finale dans ma tête, la scène, je l'ai refait des milliers de fois, comme c'était impressionnant quoi. C'était atroce. C'était atroce. Et ouais, c'était ma façon d'exorciser peut-être. Un autre élément que je trouve hyper intéressant de ce que tu décrivais, c'est le fait que t'aies pas porté le blâme sur Gauthier et que finalement tu dis nous en fait qu'on perde ou qu'on gagne, c'est l'équipe qui perd ou qui gagne. Et ça, je pense que t'as identifié que c'était une des clés de votre succès, mais je trouve ça assez fascinant parce qu'on a toujours un peu tendance chacun à trouver des excuses, à reporter la faute sur autrui quand on réussit pas quelque chose, quand on n'atteint pas un objectif. Et je trouve ça et le problème de ça, c'est que souvent ça nous démange un peu quoi, et surtout de l'intérieur ça nous pourrit la vie ensuite quand on fait ça. C'est quelque chose qui est venu naturellement pour vous, c'est une discussion que vous avez eue ou parce que je peux imaginer, surtout c'est pour ça je reviens sur le fait que vous soyez deux, ça doit être assez fréquent quand même de se dire non mais là le gars il a fait n'importe quoi, ça me saoule grave, franchement qu'est-ce que c'est que ce bras cassé. Et rester solide, rester aligné dans ce genre de cas, ça doit demander une sacrée force mentale. Non, mais ça, c'est vrai que c'est des leviers qu'on a mis en place avec l'expérience et c'est des choses dont je me suis rendu compte après ma carrière, tu vois. J'ai réussi à mettre des mots dessus après ma carrière parce que c'est des trucs qu'on utilisait au final, qu'on a mis en place nous, personnellement, qu'on a monté et on a mis des mots dessus, mais c'était des mots de sportif, quoi. Et après, quand tu commences à sortir de ce monde, tu dis, ah ouais, mais en fait, là, dans la vraie vie, ça marche pareil que dans le sport, en fait. Parce que je continue et je persiste ici, peut-être je vais pas me faire des amis en disant ça, mais quand on fait du sport de haut niveau, on n'est pas dans la vraie vie, quoi. C'est pas qu'on est dans le monde des bisounours, mais on est dans un monde parallèle, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes qu'une personne qui tous les matins doit aller au bureau à 8h jusqu'à 17h ou de 10h ou enfin je sais pas, mais c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes soucis, quoi. C'est pas qu'on est assisté de par l'encadrement, etc., mais c'est des autres soucis, juste. Et c'est pour ça que je dis que c'est un monde parallèle. On est dans le même monde, mais on a d'autres objectifs et on fait d'autres choses. Et en fait, les leviers dont tu parlais tout à l'heure avec Gauthier, mais on en a eu plein, en fait. C'était comme par hasard à chaque fois. Parce que déjà, on n'a pas la même perception dans le bateau. Lui, il est devant, enfin, on est à 40 cm l'un de l'autre, mais rien que ça, on n'a pas du tout la même perception des figures ou des passages qu'on devait faire. Du coup, des fois, à l'entraînement, on changeait de place carrément pour que l'autre se rende compte de ce que l'autre subissait pendant une figure si on n'était pas d'accord, par exemple.
Mais c'est comme dans la vraie vie. Enfin, souvent ça, j'ai transposé. Je dis bah tenez, vous dites qu'il y a une chose qui est mal faite, bah venez voir comment je le fais et sous quel angle vous dites que c'est mal fait. Et puis bah vous verrez à ma place qu'au final je fais au mieux avec ce que j'ai quoi. Et c'est ce qui se passe avec Gauthier à chaque fois. Et il y a aussi d'autres choses où bah souvent avec Gauthier on était en désaccord sur une méthode à utiliser, sur un passage technique. Et souvent on disait bah voilà, toi tu veux faire quelque chose, moi je veux faire autre chose. Au final notre but commun c'est d'aller le plus rapide possible. C'est pas Qui a raison, quoi. un concours d'ego où qui va avoir raison, qui va avoir tort. Le but du jeu, la finalité de la chose, c'est d'aller le plus loin, le plus rapide possible et qu'on soit tous les deux sur la première marche du podium. Donc on va utiliser ta tactique, on va utiliser la mienne et chacun des deux va la faire à fond parce que on peut être de mauvaise foi aussi des jours et en disant bah ouais on va faire cette tactique mais je vais pas tout donner quoi. Comme ça c'est la mienne qui a retenu. Non mais on avait passé un pacte donc on faisait les deux tactiques à fond et puis bah c'est le chrono qui décidait et puis de manière pragmatique on prenait celle qui allait nous faire gagner. Ouais, l'absence d'ego quand vous êtes deux comme ça sur un bateau, c'est un sacré sujet quand même. Bah ouais mais après t'es obligé parce que de toute façon on est deux dans le même bateau donc si on gagne pas bah on est tous les deux en dehors du bateau quoi. C'est pas parce que Gauthier va passer à la ligne d'arrivée en premier qu'il va être sur la première marche et moi la deuxième. Enfin je veux dire c'est le bateau. C'est une équipe, c'est comme une équipe de hand, de volley ou quoi. On est deux donc à partir où on n'est pas en solo on est une équipe. Et en plus nous on avait bah, le coach qui était vachement important pour nous. On était un peu un trépied quoi. C'est lui qui des fois tranchait parce que des fois ouais ça chauffait et pour nous c'était impossible de trancher donc lui il arrivait et il savait que c'était c'était le troisième membre du bateau et on avait une confiance aveugle en lui et du coup il est des fois même je sais pas normalement quand il y a un départ on avait un protocole d'échauffement avant le départ d'une course et tous les coachs ne faisaient pas ça, mais nous, des fois, même une minute avant le départ, où tu es en pleine concentration maximale, ils pouvaient venir nous voir et nous dire une info qu'il avait vue sur d'autres concurrents pour nous préciser sur une figure, quoi. Et nous, tout ça, on l'a travaillé aussi, et c'est des choses où on avait pleinement conscience et on était ouvert là-dessus. Un autre aspect que je voulais aborder rapidement avec toi avant de parler du reste, c'est justement tous ces sujets de la concentration et de la performance mentale. Parce que, une fois de plus, 1 minute 30, c'est du slalom. Alors ouais, t'as l'eau en plus qui te balaye un peu dans tous les sens, mais je peux imaginer qu'être physiquement à 400% dans le moment, c'est absolument clé, quoi, pour réussir. Parce que sinon, bah, tous les entraînements que t'as fait par le passé, malheureusement, servent pas à grand chose. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement, sans dévoiler des secrets, bien sûr, mais comment tu te mettais dans un état pour que, au moment où tu dois passer, je sais pas si c'est un portillon, mais où tu dois, si on est comme en ski, mais où tu dois passer une cellule de départ, la cellule de départ, pour être, mais dès la première seconde dans le truc à 400%. Bah en fait c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille et c'est après il y a deux choses, il y a être prêt le jour J. Et donc ça c'est un peu ce qui nous animait avec Gauthier. On a eu beaucoup de concurrents ou de potes qui étaient les champions de l'entraînement, c'est-à-dire que à l'entraînement les mecs ils nous tapaient tout le temps quoi. Et nous on en avait marre quoi. Et des fois nous c'était l'inverse, c'est-à-dire que le coach il fallait qu'il nous trouve des petits challenges à l'entraînement pour qu'on se dépasse. Mais quand la course arrivait, quand on mettait le dossard, ben là on était transcendés quoi. C'est-à-dire que il y a plus personne qui pouvait, enfin si, il y a beaucoup de monde qui nous a battus en course, mais il y a plus personne. C'est le jour de course, c'était notre jour quoi. Il y avait pas, nous on vivait que pour ça, que pour porter le dossard et être les premiers à l'arrivée. Et après pendant les courses, le but du jeu aussi c'est d'atteindre la zone quoi. C'est ce moment ultime dans la vie où je l'ai pas vécu, je pense pas que je l'ai vécu une dizaine de fois, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Mais pour à côté de la zone, c'est en fait tu vois il y a tout qui s'imbrique de A à Z. Ton plan il se déroule à perfection et t'as l'impression même si ça dure 1 minute 30, t'as l'impression que ça dure 3 minutes. En fait, tout se passe au ralenti, t'as l'impression de tout maîtriser. C'est un sentiment de plénitude qui est assez fou quoi. Et le but du jeu c'est de l'atteindre une fois puis après d'essayer de l'identifier et après essayer de le remettre, de le refaire et d'essayer de refaire le protocole d'avant course pour essayer de l'atteindre. Même si c'est compliqué à l'atteindre, mais une fois qu'on l'a identifié, c'est quand même plus facile d'y retourner quoi. Tu te rappelles justement d'une des courses où tu l'as vécu cette zone?
Ouais, je me rappelle de plusieurs courses, même il y a des courses où, je sais pas, j'avais l'impression qu'il pouvait rien m'arriver, quoi. Mais Gauthier, moi, c'était ma zone à moi, parce qu'on avait chacun une zone différente, donc on avait tout un protocole en commun d'échauffement, mais après on avait un moment où chacun de notre côté, on se concentrait juste avant de partir, quoi. Et moi, je me suis retrouvé déjà à dire aux personnes derrière la caméra, parce qu'il y a la caméra qui nous filme au départ, et donc il y a les coachs qui sont dans une tente, mais vraiment loin du bassin, et qui prennent ce flux de vidéo pour le capter, pour l'enregistrer, pour regarder la vidéo entre les manches. Et je me rappelle leur avoir dit, mais regardez la caméra, je vais vous faire signe, quoi. Et je sais pas, il était 1 minute avant le départ, et je leur fais signe, je fais des trucs comme ça, je fais n'importe quoi, quoi. Mais j'étais à la fois concentré, mais c'était un peu à la Usain Bolt, tu vois. J'étais à la fois concentré, mais détendu. Et la course, elle s'est passée, mais j'avais l'impression d'avoir déjà vu la course, quoi. On arrive en bas, premier, bon, ok. Bon, allez, next, quoi. Mais, alors que des fois, j'étais au départ, et après, on était à l'arrivée, on a gagné, mais j'avais aucune idée de ce qui s'était passé entre temps. J'étais incapable de m'en souvenir. Alors que des fois, on était au départ, et là, je me dis, voilà, c'est parti. Et là, on était en plein sprint, et je vois, bon, on est bien. Et là, on faisait les figures, les stops, les descentes. Ouais, bon, voilà, on est bien, voilà, bien. Ah, bah, tiens, il y a un tel qui m'encourage. Ah, il y a un tel qui m'encourage. Tu sais, j'ai regardé, je pouvais voir sur le bord, quoi, des fois, mais sans vraiment tourner la tête, quoi. J'entendais les voix, ah, bah, tiens, il y a un tel. Et puis là, des fois, ouais, bah, cette figure-là, elle s'est bien passée. Je me parlais à moi-même pendant toute la descente. Puis, à la fin, on gagne. Je fais, bon, ok. Mais ça, c'est des moments, après, si ça arrive peu de fois, hein, dans une carrière, mais c'est impressionnant, quoi. Après, il y a un autre truc, même à Londres, je me rappelle, au départ de la finale, parce que je me disais, voilà, comment ça va se passer les jeux, c'était notre première fois, quoi. Et je me dis, parce qu'on est revenu plusieurs fois avant à Londres pour s'entraîner sur le bassin, des mois et des mois à l'avance. Et il y avait un poteau électrique, un simple poteau électrique, comme on peut en voir partout, en France, en Angleterre, en Allemagne. Et je me suis dit, je sais pas, on était peut-être 4-5 mois avant les jeux, ce poteau électrique, il est là. Je le vois là, et je pense que ce même poteau électrique, le jour de mon départ des jeux, ça sera le même. Donc, pour vraiment désacraliser ça, je regarderai ce poteau et je me dis, allez, go. Et le jour des jeux, de la finale, j'étais dans le start, je regarde ce poteau, puis je me dis, voilà, on y est, quoi. Puis après, on est parti pour notre manche. Après, il y est arrivé ce qui est arrivé, mais c'était des petites astuces que je m'étais mis tout seul pour désacraliser cet événement, quoi, pour pas que la pression nous monte. Mais on n'a jamais eu trop de problèmes avec ça, justement. Comment t'es tombé dans ce monde-là? Parce que c'est quand même pas très commun. T'avais de la famille qui faisait du canoë, enfin. Non, du tout. Non, mais c'est Gauthier et moi on vient d'Épinal, donc c'est une ville dans les Vosges, les images d'Épinal. Et on est tous les deux Vosgiens fiers de l'être, et on a le bassin de kayak est au centre-ville d'Épinal, et on a testé plein de sports dès notre plus jeune âge, l'escalade, l'escrime. Gauthier a fait beaucoup de basket aussi. Judo aussi, on a fait ensemble. Et puis le jour de mes 7 ans, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai testé un truc qui s'appelle du kayak, viens voir et tout. J'y suis allé, j'étais pas sûr de rester, parce que quand t'es jeune, tu subis la vie, quoi. Le courant est plus fort que toi, le bateau est trop gros, la pagaie c'est trop dur, mais on a résisté à un hiver vosgien sur l'eau, et du coup après on était mordus. T'avais quel âge? À 7 ans. 7 ans, quoi. Tu commences à 7 ans. Et tu continues à en faire, à t'entraîner régulièrement. Enfin, j'aimerais comprendre, tu vois, finalement, à quel moment tu décides d'en faire un métier, ce qui a quand même été le cas. Parce que une fois de plus, il y a une différence entre, tu vois, tu t'éclates avec un copain sur l'eau, et puis ensuite tu vas t'entraîner quasiment tous les jours que Dieu fait, et puis t'en fais un job, quoi. Alors nous, on n'a jamais été professionnels, c'est resté amateur de par son statut, parce qu'on était obligé de travailler à côté. Mais en fait, on a eu des résultats assez tôt. Enfin, heureusement, ouais, je sais pas si c'est heureusement ou pas, mais en cadet, on était sélectionné en équipe de France junior. Donc à 16 ans, on était en équipe de France, et depuis on l'a jamais quitté, quoi. Donc et après en junior 1, on fait champion d'Europe junior, donc c'est moins de 18 ans. Après on redouble l'année qui suivait, donc on est double champion d'Europe déjà, et après on arrive dans les strates supérieures, quoi, moins de 23 ans. Donc t'arrives, tu as 20 ans. Donc tu passes 4 ans dans là-dedans, et puis on a regagné des titres des championnats d'Europe. Puis après t'essayes d'aller dans les strates supérieures, chez les seniors, donc chez les grands, quoi, chez ceux qui se battent pour aller aux Jeux.
En 2008, on avait déjà fait les sélections pour aller aux Jeux, mais là, on était vraiment trop tendre. Puis en 2012, c'était notre tour, quoi. Et après, il s'est passé 2016. Pendant cette période-là, tu me disais donc que t'avais travaillé et en parallèle donc tu t'entraînais. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement à quoi ressemblait un peu une journée ou une semaine type, sans forcément rentrer à l'extrême dans le détail, mais tu vois pour qu'on se rende compte que justement t'arrivais à concilier quand même ces deux vies, dont une avec du sport de haut niveau, pas professionnel. Alors même si bon, aller au jeu c'est quand même pas mal. En fait, au début, même en étant étudiant, on avait un double projet. Même nos parents, même depuis le collège, en fait, je suis en double projet, c'est-à-dire c'était sport-études. Après, nos parents nous ont toujours dit, bon, c'est études et sport, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des mauvaises notes, on n'avait pas le droit d'aller à l'entraînement. Et donc après, on était à Pau, on a fait une école de commerce à Pau. Gauthier et moi, on était dans la même classe à chaque fois. Et on a eu notre diplôme en 2012. Donc après les Jeux, on est rentré des Jeux, on avait un stage en entreprise à faire. Donc t'es arrivé, on a atterri des Jeux, puis on a un stage de 3 mois en entreprise à valider. Absurde. Donc moi, c'était sur Paris. Donc après, en 2013, on était diplômés. Et en 2013, on nous a proposé le statut de sportif athlète SNCF. En fait, t'es embauché à SNCF et tu travailles à hauteur de 40-50% par année. Et après, le reste du temps, t'es détaché pour t'entraîner et pour aller faire des compétitions, quoi, au final. Alors, à la fois, beaucoup vont dire que c'est pas beaucoup, mais en face de nous, on se battait contre des Allemands, des Tchèques, des Slovaques qui, eux, étaient professionnels. C'est-à-dire qu'ils étaient payés pour s'entraîner. Ils avaient pas besoin de donner du temps de travail. Et du coup, nous, au lieu de râler, entre guillemets, on a pris ça pour acquis et on était travaillé. Donc, on avait tous les deux un poste en marketing ou la communication, selon notre diplôme. Et puis, on était sur Paris. Donc, le poste était sur Paris. Donc, là, la gymnastique était non pas compliquée, mais ardue. C'est-à-dire que on avait condensé nos semaines on était au travail de octobre à février. Alors qu'il y a des athlètes qui peuvent mettre ça toute l'année, ceux qui sont à l'INSEP ou qui étaient sur Paris, c'était plus facile. Mais nous, on a dit, voilà, on passe une période de 4-5 mois sur Paris. Du coup, l'entraînement se faisait un peu moins sur l'eau, mais en gros, toute la semaine, on était au boulot et on essayait de caler un entraînement par jour, donc footing ou escalade ou muscu ensemble. Et à partir du jeudi soir, on quittait le travail, on prenait le train, on rentrait dans les Vosges. Et vendredi, samedi, dimanche, on plaçait au moins 6 entraînements de bateau en fait pour récupérer le retard de la semaine. Et le dimanche soir, on avait le train, le direct de 18h07 qui nous emmenait à Paris et à 20h35, on était à Paris. Et puis le lendemain matin au boulot et puis rebelote pendant 5 mois. C'est quand même. En fait, on s'y accommode. En fait, c'est tu peux râler, je sais pas, les 2 premières semaines, 3 premières semaines, mais après il y avait la lumière au bout du tunnel, quoi. On avait notre objectif et, je veux dire, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire plus dur, on aurait pu faire différemment, mais l'objectif était là. C'est pour ça aussi que c'est important de se claquer des gros objectifs. Mais après, on avait aussi des objectifs intermédiaires, c'est-à-dire que on savait qu'en quittant le taf, en ayant fait notre période de travail à SNCF jusqu'à février, après on partait en Australie ou à Dubaï s'entraîner au show, c'est-à-dire pour reprendre contact vraiment avec la pagaie et d'enchaîner des heures et des heures d'entraînement. C'était quoi le max d'heures d'entraînement que vous puissiez faire sur l'eau? Je m'en rends pas compte. Ça, c'est les max d'heures, je pense qu'on les a fait en Australie. Parce que ça fait rêver, à chaque fois, ça faisait rêver tout le monde. Ouais, vous allez en Australie, vous avez de la chance, mais on y allait là-bas, mais on charbonnait. Mais les matins, on se levait souvent. On faisait les séances, en fait, là-bas, elles sont très tôt parce qu'il fait très chaud l'après-midi. Donc, des fois, c'était à 6 heures du mat ou des fois même à 5 heures. Donc, on allait sur l'eau. À 8 heures, on a déjà fait une séance. Après, on en retournait en faire une en fin de matinée. Et puis après, juste en soirée, quoi, dès qu'il faisait un peu moins chaud. Donc, c'était 3 séances par jour. On avait qu'un jour de repos, c'était le dimanche. Et puis après, le reste de la semaine, on charbonnait. Parce que, en fait, c'était ces instants d'entraînement, cette période d'entraînement qui allait découler toutes les perfs de la suite de l'année, quoi. Donc, on savait qu'on pouvait pas y couper et ça servait à rien de tricher, quoi. Ouais, tu passes quasiment 6... De toute façon, si on trichait... 6-7 heures sur l'eau, quoi, par jour.
Ouais, alors les sessions d'entraînement, c'était 1h30, 2 heures, mais ouais, après il y a l'échauffement, la récup, après il y a l'analyse vidéo, il y a beaucoup de choses. Après, des fois, on allait encore plus loin dans l'entraînement, on a testé des choses, c'est-à-dire qu'on venait, je sais pas, pendant 1 heure, on faisait une grosse séance, juste Gauthier et moi, le coach. Bah, c'est des chronos, quand on faisait des tours de bassin, et puis après encore un tour sur l'eau plate. Il fallait faire, je sais pas, 8 minutes à fond. Après, il y a un TP roulant qui te remonte au départ, en fait, puisque le bassin fait une boucle et de l'arrivée au départ, ça te remonte et on enchaînait. Et la séance, et donc 1 heure est passée. Et l'heure d'après, on a invité les Allemands, bah, il y a des Français aussi, mais les Tchèques, on a invité les concurrents à faire une séance de chrono contre nous, quoi. Donc là, nous, on arrivait déjà cramé, enfin, en pré-fatigue. Et après, il fallait tenir la séance d'après pour pas perdre les chronos, quoi. Ça faisait pas de perdre des chronos. C'est quand c'est dur, il faut encore appuyer encore plus derrière et c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est tous les sportifs que j'ai pu interviewer me disent des choses un peu de ce style, c'est-à-dire que c'est seulement au moment où ça fait mal que ça commence vraiment à être utile. Ouais, après ça, c'est des phrases qu'on entend beaucoup, mais on a rien sans rien, et puis on peut pas tricher, parce que si on triche, bah, on se voile la face, et puis après, bah, la fin d'une course qu'on n'a pas gagné ou on perd, on va sortir des excuses, mais fallait aller s'entraîner ou s'entraîner plus dur, et puis c'est tout. Mathieu, j'aimerais parler aussi du coup de ta reconversion, parce que du coup, bah, tu nous l'as dit maintenant, tu fais peut-être encore du kayak, j'imagine, de temps en temps pour te détendre et pour te faire plaisir, mais en tout cas, tu le fais plus à un niveau de compétition internationale, si je me trompe pas. Mais tu t'es reconverti dans le e-sport. Alors, raconte-moi comment ça s'est passé. Alors non, déjà je fais plus de bateau depuis 2010, depuis qu'on a coupé notre bateau en deux, depuis qu'on a arrêté en fait. J'ai pas remis les fesses. Vous avez complètement. Ouais. Vous faites pas un petit kiff de temps en temps Non, Gauthier en refait des fois, mais moi je sais que, enfin c'est pareil quoi. C'était comme je disais, c'était mon ancienne vie, donc le bateau je l'ai laissé. On l'a coupé en deux. Là, ma moitié de bateau est dans mon salon chez moi, et puis j'y touche plus quoi. Je suis passé vraiment à autre chose. Et après, ouais, on est suivi une période de, bah, j'avais besoin d'objectifs pour avancer, parce que là, j'avais plus rien du jour au lendemain, j'avais plus d'objectifs ultimes, donc je me suis mis plein de petits défis sportifs. Donc j'ai fait bah, des petits exterra, des petits triathlons, j'ai fait quoi, le marathon de Paris, j'ai fait des courses de ski de fond, des petites choses comme ça, des trails aussi. Et maintenant, je fais du sport plaisir, mais j'aime bien me mettre des cartouches aussi, quoi. Enfin, des grosses sorties vélo, des grosses sorties trail. Et pendant une année, j'ai fait ça. Et puis à un moment donné, bah, je réfléchissais dans quoi je pourrais être utile en fait. Et dans quel secteur où mon expertise pourrait être retransmise au plus juste. Parce qu'en fait, dans le monde du sport, j'étais un sportif parmi les sportifs. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait avec Gauthier, tout ce qu'on a utilisé, bah, tous les sportifs ont déjà ces clés. Et m'est arrivé l'opportunité justement d'aller dans le e-sport. Et en fait, c'était pile poil le bon moment, parce que j'aurais eu cette opportunité, je sais pas, 6 mois avant, j'aurais peut-être dit non, parce que j'étais encore au milieu de tout ça. En fait, j'étais l'athlète, et du coup, c'est pas qu'on me devait tout, mais je devais être au centre des attentions. Alors que au moment où on me l'a proposé, je me suis dit, bah, c'est le bon moment, c'est bon, j'ai envie de transmettre, et j'ai envie de redonner tout ce qu'on m'a donné, quoi. Donc ouais, on m'a demandé de prendre la fonction de team manager d'une équipe e-sportive, donc qui est spécialisée sur un jeu. Donc c'est c'est Vitality, donc c'est apparenté à un club de e-sport, et qui ont plusieurs jeux, donc plusieurs équipes professionnelles sur plusieurs jeux différents. Et moi, mon jeu, c'est Counter Strike. Donc c'est un jeu de tir, et puis qui se joue à 5 contre 5. Donc c'est un jeu d'équipe. Où a priori tu peux apporter quelque chose justement. J'essaye. La reconversion pour les sportifs, c'est quand même toujours un sujet très difficile. Enfin, moi, j'ai eu d'autres sportifs sur le podcast, certains qui sont encore en activité, d'autres qui, justement, comme toi, ont dû passer à autre chose à un moment donné. J'imagine que c'est pas facile d'en parler, mais est-ce que tu pourrais justement évoquer cette transition et la période? Tu l'as dit un petit peu, mais comment est-ce qu'à un moment donné tu dis, bah en fait là, je vais pas le retenter les jeux une nouvelle fois, ou je vais m'arrêter? Surtout que vous étiez deux, donc faut prendre un peu la décision à deux. Comment est-ce que t'es arrivé à ce cheminement et à cette décision d'arrêter en fait?
Bah, ça tiendrait qu'à moi. Là, je serais prêt à prendre l'avion pour Tokyo, en fait. C'est-à-dire que nous, on nous a coupé les ailes. On était à la force de l'âge. On venait de faire une médaille aux Jeux. On a fait champion du monde en 2017. Et à l'aube de la saison 2018, on a appris que notre catégorie, donc le canoë biplace slalom, serait supprimée des Jeux Olympiques. Enfin, ça a été acté à ce moment-là. Et après, notre fédération internationale nous a dit, bah, vu que vous êtes plus au jeu, bah, vous êtes plus au chemin du monde et vous êtes plus sur les coupes du monde. Donc, en gros, on venait de s'entraîner un hiver entier, on venait de lever des fonds, puisqu'on était nos propres commerciaux aussi. On venait de lever des fonds pour notre saison, pour s'équiper, pour voyager, pour faire des stages. Bah, pour rien, quoi, entre guillemets, parce qu'on a eu juste les chemins d'Europe cette année-là, et les chemins de France. Mais bon, c'était une honte. Et du coup, voilà, on a fait les chemins d'Europe, c'était à Prague en 2018. Et puis, bah, pas de merci, pas de au revoir. Et voilà, on a arrêté notre carrière là-dessus. Du jour au lendemain, quasiment. Ouais, bah, la course étant finie, voilà, c'est fini comme ça, quoi. Mais la période a dû être tellement dure. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, t'as plus d'objectifs. Effectivement, ça devait être terrible. Bah, personnellement, ça a mis un peu de temps à arriver, mais parce que bon, je m'étais mis, comme je t'ai dit, des objectifs sportifs, mais bon, ça va rien à voir. Mais c'était de la découverte, donc ça me faisait passer à autre chose. Après, moi, j'avais ma première petite fille qui était là, du coup, voilà, j'étais plus présent à la maison. C'était un changement aussi, bah, parce que on avait un fonctionnement où j'étais souvent absent et tout, et maintenant d'un seul, t'es là tous les jours, donc c'était un peu bizarre aussi. Mais ouais, le bousculement, enfin, je sais pas comment appeler ça, le choc ou bien l'atterrissage, en fait, ça s'est passé hiver 2018 où ouais, enfin, physiquement j'ai fait des choses bizarres, quoi. Je suis resté alité pendant une semaine, j'ai fini aux urgences. Enfin, après ça se traduit de différentes manières, hein, mais après tu peux mettre des mots ou pas dessus. Ouais, c'est des trucs bizarres, mais dans les moments-là, on est rarement accompagné. En fait, on nous accompagne toute notre carrière pour voilà, comment faire une muscu. On nous apprend à gagner, on nous apprend à faire plein de choses, mais on nous apprend pas à atterrir, en fait. Personne nous apprend, athlète, à rejoindre ce monde réel, quoi, au final. Donc l'atterrissage, ouais, un peu compliqué, quoi, mais bon, j'étais plutôt bien entouré. Et puis même à ce moment-là où tu te rends compte que tu as des amis qui sont là pour ce que tu représentes et pas tant pour ce que t'es, quoi. Et donc là aussi, il y a eu un gros tri de mon côté, côté relation, quoi. Et ouais, c'était un peu compliqué. Et tout arrive d'un coup, quoi. Enfin, comme d'habitude, quoi. Mais tout arrive d'un coup. C'était quelque chose auquel tu avais déjà pensé durant ta carrière, justement, l'après, en tant que sportif, ou tu t'étais jamais trop projeté? Eh ben, ouais, en théorie, parce qu'au final, on se dit, ouais, on a fait des études, bah, après votre carrière, vous pourrez être embauché à 100% à la SNCF, hein, plein de choses comme ça. Donc, pour les instances, tu es préparé à l'après, mais il y a toujours la théorie et la pratique, quoi. Enfin, en pratique, c'est pas ça, ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Enfin, non, parce qu'après, enfin, comme je te disais, il y a plein de choses qu'on met en place en étant sportif de haut niveau qui pourraient être retransmises dans la vie, dans la vraie vie, mais que on passe à côté de tellement de choses, quoi. Donc, ouais, ouais, on est lâché même entre Gauthier et moi, quoi. On l'a vécu encore différemment, tu vois, d'une autre manière, plus ou moins décalée. Mais ouais, c'était une période assez chaude quand même. Je peux imaginer. Mais heureusement, du coup, l'e-sport est venu à toi. Et tu disais, tu avais eu cette opportunité. Tu pourrais me raconter comment ça s'est fait, parce que c'est quand même encore jeune, même si maintenant c'est quand même devenu un énorme marché, un énorme business. Mais voilà, enfin, je voulais savoir comment t'étais spécifiquement tombé dedans, quelle avait été l'opportunité que tu avais pu saisir. En fait, pour moi, il fallait que je sois acteur de ce changement ou de ce que je voulais faire. Du coup, chercher à droite et à gauche. Et l'opportunité, en gros, tout simplement, j'ai envoyé des DM à Néo, donc à Fabien, à Néo, donc un des créateurs de la Team Vitality sur Twitter, quoi. Et je lui dis que j'étais intéressé pour voir comment ça se passait à l'intérieur, parce que je me suis surpris à regarder
des matchs en fait et, sur internet, et même quand j'étais encore en athlète, et tout le monde me disait mais qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu regardes quoi. Je dis, bah, je regarde des jeux vidéo quoi, il y a une compète, il y a le championnat du monde, il y a les Worlds, je regarde quoi. Et du coup dans le monde du sport, c'est pas que c'était pas bien vu quoi, mais les mecs se disent mais qu'est-ce qu'il fout lui. Et au final bah bah je m'intéresse parce que moi en fait c'était pas tant l'image que, enfin moi je voulais voir derrière quoi, comment ça se passait derrière quoi, je voulais voir le backstage, comment les mecs bah, je sais, enfin ils devaient avoir les mecs devaient bien s'échauffer, s'entraîner, et je voulais voir tout ça en fait. Et du coup un coup Néo m'a répondu, il m'a dit bah voilà j'ai une opportunité, il faut qu'on se voit, et du coup on s'est vu sur Paris et puis il m'a proposé ce poste, donc c'était en avril 2019. Je me rappelle en mai 2019, donc j'arrive. Le manager précédent m'a formé et il avait déjà prévu un camp d'entraînement avec les joueurs. C'était en Pologne, donc je débarque donc je fais un trail chez moi dans les Vosges. Je gagne le trail et bah, le lendemain je pars, je prends l'avion et là je me retrouve. Bah, j'arrive le premier parce que j'avais fait le souhait d'arriver en premier pour accueillir les mecs qui arrivaient un par un. Donc je me retrouve dans un complexe en fait qui était dans un complexe dont moi j'ai toujours rêvé au fait, au bord d'un bassin. Donc t'as quelqu'un qui te fait à manger, t'as un lit, bah du coup ils avaient les ordinateurs, les chaises, etc. Nous on n'avait jamais eu ça quoi. Des fois on campait au bord des bassins, on n'avait pas les mêmes moyens. Donc j'accueille les mecs un par un et tout, et je suis impressionné, je regarde un peu jouer, je comprends rien du tout à ce qui se dit, à ce qui se passe. J'étais dans un autre monde. T'étais joueur, toi, puis, ou bah, pas du tout de Counter-Strike? Bah, j'étais casu, quoi. C'est-à-dire que je jouais avec ma PlayStation. On te fait quoi? Enfin, dès que tu joues avec une PlayStation, t'es pas un vrai, quoi, apparemment. Mais voilà, on a toujours une PlayStation avec Gauthier, quoi, et on jouait, quoi. Ok. Et puis après, bah, j'ai commencé à mettre ma patte dès le lendemain. J'ai dit, bah voilà, bon, bah, bienvenue à tous. Je suis nouveau manager. Je vais essayer de m'imprégner de votre monde, en fait, déjà de me faire tout petit et de comprendre leur culture, parce que c'est moi qui arrivais chez eux. Mais je leur dis quand même demain matin 9h sport quoi. Donc tout le monde au sport à 9h. Ils ont pas été Tu leur fais faire du sport. Ils ont dû halluciner. Bah oui, c'est obligé. Mais en fait c'est ce pourquoi j'étais engagé, c'est pour amener ce cadre justement qu'ils n'avaient pas, et c'est pour amener ce que nous en tant que sportifs traditionnels on apprend en étant tout jeune, qu'eux n'apprennent pas et qui seulement arrivent en fait. En fait, il y a eu des précédents avec une autre équipe et un manager de la performance qui s'appelle Casper, qui était ancien gardien de but de handball pour le Danemark, si je dis pas de bêtises. Donc il s'occupe de la performance chez Astralis, donc c'est une grosse équipe e-sport. Et donc ça a marché pour eux, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette opportunité aussi, je pense. Et même nous, dans le sport traditionnel, à un moment donné, on plafonnait, et du coup on a été chercher plein de choses à droite à gauche pour aller encore plus loin, quoi. Et le e-sport était à ce stade-là, à ce moment-là, donc ils vont chercher à droite, à gauche pour encore aller plus loin. Donc moi, mon but du jeu en tant que manager, c'est de les amener encore plus loin et de performer, parce que ce qui était important aussi, c'est qu'ils avaient déjà performé, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà gagné des compétitions. Mais moi, le but du jeu, c'est qu'ils en gagnent encore et longtemps. Et pour ce faire, il faut leur amener un cadre de vie, quoi, et leur expliquer bah pourquoi bien manger, pourquoi bien dormir, pourquoi bien bouger, et surtout bah, ça dépend après comme dans tout management, quoi. T'as le management un peu plus humain ou directif, donc là on est plus dans un management où bah leur expliquer pourquoi il faut faire ça, quoi. Et après bah dans chaque équipe c'est pareil, c'est différent. Moi par exemple dans mon équipe j'ai des joueurs qui étaient là depuis le début, donc c'est-à-dire que quand ils partaient en compétition, ils dormaient sous leur table. Ils gagnaient des souris, ils gagnaient des claviers, donc c'était leur passion, tu vois. Et maintenant, c'est devenu leur métier. Et maintenant, on se déplace, on est dans des beaux hôtels. Donc ça, c'est les vieux de la vieille. Et là, j'ai des jeunes. J'ai un jeune de 18, un jeune de 22 ans dans mon équipe qui, eux, bah, il y en a un qui passait le bac cette année, donc qui sortent directement de leur chambre et ils sont recrutés dans une équipe professionnelle. Donc l'équipe professionnelle, quand ils arrivent, c'est aussi bah, pour eux, du coup... on leur dit il faut bien manger, il faut faire ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu passes le bac. Donc c'est à la fois un sport, c'est à la fois comment dire, un pôle espoir, un pôle France. Donc on essaye de leur donner un peu les bonnes manières assez vite, parce qu'il faut qu'ils soient assez performants assez rapidement, parce qu'ils arrivent dans une équipe professionnelle dès le début. Il n'y a pas d'équipe académique avant.
Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand t'es arrivé dans ce nouveau monde? C'était quoi les grosses différences de l'équipe, des gens, des personnalités, de leur manière de s'entraîner, tu vois, par rapport à ce que toi t'avais vécu en tant que sportif de haut niveau? Ben déjà, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. C'est un monde complètement différent. Le monde du sport traditionnel et le monde du sport, il y a beaucoup de passerelles. Moi, j'appelle ça passerelle, j'appelle pas ça pont parce que, en fait, on parle de performance. Et du coup, eux, le but du jeu, c'est de gagner un tournoi. Donc, comment on fait pour, voilà, on les force, faiblesse, comment on fait pour gagner ce tournoi? Eh ben, on va prendre le premier concurrent, on va étudier les premiers concurrents. Donc, il y a des démos, il faut regarder les démos. Comment on va les contrer? Donc, il y a de la stratégie aussi. Alors, notre match est à quelle heure? C'est la semaine prochaine à 13h30. Comment on va faire? Donc, à quelle heure on doit manger pour être bon, pour être dans un moment de digestion à ce moment-là? Donc, à quelle heure on se lève? Est-ce qu'on fait un petit réveil musculaire? Et comment on s'échauffe? Comment toi tu veux t'échauffer? Donc, il y a tous ces petits leviers qu'on retrouve dans le sport traditionnel qu'il y a dans le sport, dans le e-sport. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et à chaque fois, ce qui est pas mal, c'est que, bah, ils sont pas contre en fait. C'est-à-dire qu'au moment je suis arrivé, c'est pas que j'ai mis du poing sur la table, mais moi je les ai poussés dans leur retranchement quoi. Parce que bon, le sport à Pourquoi ils 9 heures faisaient tous les n'importe matins. quoi? Ils bouffaient. C'était de la caricature un peu de ce qu'on peut imaginer, tu vois, Non le non, type. justement, c'était déjà du haut niveau, donc il y avait pas du tout cette caricature chips Coca. T'es loin, faut vraiment s'enlever de la tête parce que maintenant le e-sport, les équipes pro, c'est plus ça et ça sera plus ça. Et on tend enfin bientôt s'il faut ça va dépasser le sport quoi. Et en France on a encore le système est encore loin de tout ça, mais dans les pays nordiques même il y a de grosses fanbases aussi au Brésil ou même en Ukraine ou en Russie, mais on est à des années-lumière de ce qui se fait. Enfin moi des fois j'allais faire mes muscu à chaque fois en descendant dans un hôtel, il y a une salle de sport, j'allais faire du sport dans les salles. Je voyais les joueurs de chez Astralis qui débarquaient quoi. Enfin, les mecs ce qu'ils font en muscu ou des choses comme ça, je fais ah ouais quand même. Ouais, ils sont pas mal quoi. Donc ils sont vraiment eux c'est ancré depuis qu'ils sont jeunes quoi. Eux ils ont pas fait sport études, mais ils ont fait e-sport et études je pense depuis qu'ils sont jeunes. Donc ils sortent pas de leur chambre, ils sont encadrés dès le plus jeune âge. C'est ça qui nous manque en France quoi. C'est un encadrement dès le plus jeune âge. Le e-sport, si je me trompe pas, l'une des particularités, c'est que t'es censé être très très concentré pendant assez longtemps parce que les épreuves, mais je peux dire des bêtises, hein, donc tu m'arrêtes si c'est le cas, c'est en général assez long. Et souvent, l'une des difficultés, c'est de réussir à travailler en équipe sur une période de temps qui est quand même assez importante. Là, dans vos jeux spécifiques, c'est le cas aussi? Ouais, c'est le cas aussi, sauf que nous, les joueurs ne vivent pas ensemble. Alors, il y a certains jeux où le must est de vivre en gaming house, c'est-à-dire que les joueurs vivent tous ensemble au même endroit. Alors que moi, sur mon jeu, chaque joueur est chez lui. Ils sont tous français, donc à travers toute la France. On se retrouve sur des camps d'entraînement comme on le ferait en sport traditionnel pour s'entraîner ensemble. Parce que c'est bien d'être chacun dans sa chambre et d'être sur un serveur vocal et de s'entendre. Mais physiquement, enfin, il y a beaucoup de choses qui changent physiquement. C'est comme là, on est arrivé, on est en tournoi physique, c'est un des premiers. Et ça, il y en a qui ont encore pas vécu ça. Les deux jeunes dans l'équipe, c'est la première fois de leur vie qu'ils viennent dans un vrai tournoi physique. Alors que les vieux de la vieille, ils attendaient que ça de retourner parce que ça change, parce que t'es plus derrière l'ordinateur. Et tout ce moment de Covid où il y a eu des tournois internet, il y a des équipes qui ont émergé parce que les jeunes étaient dans leur chambre, ils tentent plus parce qu'ils sont dans leur chambre, mais alors qu'en LAN, c'est-à-dire en tournoi physique, mais il y a des équipes qui étaient en haut au moment du Covid et qui vont redescendre parce qu'elles auront plus le même niveau. Mais c'est juste psychologique en fait. C'est juste parce que elles étaient à ce niveau-là, qu'ils étaient chez eux. C'est rassurant d'être chez soi derrière son ordinateur. Mais là, c'est plus pareil. C'est pas que t'es dans un environnement hostile, mais dès qu'il va y avoir du public qui crie ton nom, qui T'as de scande, la parce que pression, quoi. on est dans un monde aussi d'internet, donc il y aura la pression en plus quoi. Là, et je pense que les joueurs jouent avec leurs pantoufles peinard à la maison en short quoi. Donc là, ce sera plus la même. C'est aussi accompagner les joueurs à tous ces changements. Ouais, bien sûr. Non, non, excuse-moi. Je voulais te demander par rapport au travail en équipe encore. Je connais pas suffisamment le jeu. Peut-être que ma question est un peu débile, mais tu vas me dire. Là, vous l'avez vécu. Enfin, tu les as managés, tu les coaches depuis 2 ans, et tu t'es quand même pris 2 ans de Covid entre les deux. Donc, ça veut dire que j'imagine qu'ils étaient beaucoup à distance. Comment est-ce que tu arrives à travailler l'esprit d'équipe de jeunes en plus
qui peut-être parfois se connaissaient pas forcément pour les nouveaux joueurs, quand en plus ils bossent à distance. Est-ce que vous avez mis en place des petites astuces? Enfin, comment toi en fait tu as réfléchi à ce sujet-là? Bah ça, en fait, c'est un travail quotidien. C'est vrai que c'était le plus gros défi. Le plus gros défi, c'était le défi humain, parce que dans le jeu, en fait, tant qu'il y a la confiance, et vu que c'est un jeu, c'est 5 joueurs, donc les joueurs jouent les uns pour les autres, c'est-à-dire que chacun a certes un rôle dans le jeu. Mais si c'est comme un château de cartes, si tu commences à enlever un joueur, donc on va être 4 contre 5. Après, si tu enlèves un autre joueur, et ben on va être 5 contre 4, contre 3, pardon. Donc ce sera de plus en plus difficile. Donc ouais, le but du jeu, c'est de travailler la confiance de chacun, déjà individuellement, mais aussi l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, alors on s'est retrouvé si quelques fois, hein, quand même, parce que dès que le confinement total a été levé, on s'est tous retrouvés dans le Stade de France, parce que Vitality est partenaire du Stade de France, et du coup on a des bureaux là-bas. Du coup ils peuvent s'entraîner, et on a essayé de les regrouper un maximum. Mais ouais, on a galéré, quoi. On a galéré concrètement. Donc à part genre juste leur expliquer l'importance du travail en équipe et essayer de créer des moments où ils se voient, t'as essayé de mettre en place d'autres choses pour justement c'était juste des feedbacks quotidiens. Enfin, comment t'arrives à créer tu vois, cette confiance au quotidien justement? Bah, au quotidien, en fait, déjà qu'ils ont leurs entraînements, mais tous les jours, de toute façon, on a un point vocal avec eux tous ensemble. Donc savoir si ça se passe bien, etc. Et après, on a mis des choses internes en équipe on peut pas tout dire là, mais qui nous permettent de nous savoir où ils en sont, quoi. Donc c'est avec des mesures et des données que chacun nous donne, et de voir où ils en sont dans leur quotidien. Et puis après, il y a rien qui remplace le physique, quoi. Même si toi, le e-sport a perduré. Ben, on a eu 2-3 joueurs quand même qui ont été au bord du burn-out pendant le confinement, parce que du coup les tournois s'enchaînaient, et c'est-à-dire que les joueurs ne savaient même plus si ils étaient en phase de poule, en quart. Des fois il y en a un qui me demande, mais on fait quel tournoi là déjà? Enfin, tu vois, ils étaient ça peut faire sourire, mais ouais, enfin, avant les tournois physiques, voilà, tu faisais une finale le dimanche, après tu avais le travel day, tu peux voyager. On voyageait tellement aussi, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, on pouvait être à Pékin, et la semaine d'après, on était à Moscou, quoi. Et puis après, 2 semaines après, t'étais à Chicago. Mais c'était assez fou, quoi. Donc, mais de toute façon, on trouvera toujours un truc qui va pas. C'est-à-dire que avant Covid, on se disait, on voyage de trop. Et puis, période Covid, on se disait, bah, on voyage plus, qu'est-ce qui se passe? On va retourner en voyage, quoi. Donc, il faut juste prendre le temps comme il est, et puis s'adapter, et essayer de trouver les bons leviers à activer pour avancer. C'est clair. Écoute Mathieu, merci 1000 fois pour tout ce que tu as partagé avec nous. Pour terminer ce podcast ensemble, j'ai un petit rituel, c'est de te poser des questions un peu perso que j'appelle le crible du gratin. Ne prends pas peur, mais pas de souci. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors la première question que je voulais te poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie perso, pro, sportive, peu importe, qu'est-ce que tu referais différemment? Je pense que je referais rien, parce qu'au final, la personne que je suis maintenant a été construite par tout ce qui a été fait avant. Donc non, c'est juste non, en fait, il y a rien à changer, mais juste voilà, le moi de maintenant. J'aimerais bien voir mon moi à 15 ans, tu vois, ou à 20 ans, et essayer de parler un peu avec lui comme ça. C'est juste un petit talk. Lui donner 2-3 petits conseils de vie, quoi. Ouais, ou même pas, ou voir, parce que je me rappelle plus trop, mais voir où j'en suis, quoi. Voir où j'en suis, puis même celui de 20 ans, ils prennent 2-3 retours d'expérience du gars à 33 ans, tu vois. Ouais. Ça serait sympa, ça. C'est clair. Et si tu pouvais justement lui dire quelque chose à ce Mathieu de 20 ans, tu vois, ou 18 ans, tu lui dirais quoi avec tout le recul que tu as maintenant? Bah, n'arrête pas de suivre la lumière au bout du tunnel. Une autre question que j'aime bien, c'est est-ce que tu as une maxime, une citation, des mots qui t'ont porté, qui te portent encore aujourd'hui et que tu pourrais partager avec nous? En fait, j'en lis plein. J'en vois toujours plein qui sont inspirants. Enfin, les mots sont toujours bien alignés, tu vois. Et surtout, en 2012, je me rappelle que notre fédération nous avait dit de choisir une maxime justement pour les Jeux de 2012.
Et à la suite, du coup, au lendemain où on a fait 4e, je me suis juré de plus en prendre une. Parce qu'en gros, c'était les Oscar Wilde, c'était toujours viser la lune, parce que même en cas d'échec, on tombe dans les étoiles. Ouais. Bon, elle est jolie, Et ceci du dit. coup, ouais, elle est jolie, mais bon, on va pas revenir dessus, mais avec le résultat qu'on a eu à Londres, je me dis, j'ai visé la lune. Et là, je suis pas du tout dans les étoiles, je suis sous terre, quoi. Donc, sa maxime, elle est nulle, elle marche pas, et du coup, j'en prendrai plus, quoi. Au-delà est-ce que tu estimerais que cet échec de Londres, pour toi, ça a été peut-être le plus grand échec de ta vie? Je te pose cette question parce que justement, en général, je demande toujours, est-ce que à la personne que j'interviewe, est-ce que tu as vécu un grand échec, perso, pro, peu importe, et les enseignements que tu en as tirés? Est-ce que ça serait cet échec-là? Est-ce qu'il y en a un autre que tu aurais en tête? Ouais, c'est un des plus grands échecs, mais après, est-ce qu'on peut parler d'échec? C'est ça, c'est quand même... du coup, si j'avais eu cet échec, si je l'avais pas eu, tu vois, si on avait eu une médaille à Londres, est-ce qu'on serait allé à Rio? Est-ce qu'on aurait une médaille à Rio? Est-ce qu'on aurait été champion du monde en 2017? Enfin, on peut pas faire les choses, donc, ouais, ça a fait mal sur le moment, mais, je pense qu'il faut pas, enfin, moi, alors, le Mathieu de 2021, enfin, je regrette pas, tu vois. Peut-être que en 2012 ou en 2013, tu m'aurais posé la même question, j'aurais dit ouais, c'est mon plus grand échec. Mais non, non. S'il faut, il y en aura d'autres des échecs, mais dans tous les cas, tu n'auras pas le choix de rebondir, donc trouver autre chose à faire ou bien une lumière à aller chercher. Et si tu devais essayer de tirer un enseignement, ou si tu as tiré un enseignement de cet échec-là, justement, ça serait quoi? En fait, c'est un enseignement, mais c'est un truc que je me suis appliqué directement le lendemain, tu vois, c'est de tout de suite rebondir, quoi. Parce que en fait, je peux le dire facilement parce que c'est mon plus enfin, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est un de mes plus gros échecs parce que c'était sportif, mais c'était dans une autre vie et c'était pas la vraie vie pour moi, c'était un monde parallèle, tu vois. Il y en a qui ont des échecs dans la vie de tous les jours, quoi. Je sais pas, déposer le bilan et du coup ils ont mis toute leur économie dedans, ou des choses comme ça, mais ok, je pense que ça fait mal sur le moment. Moi, ça m'a fait mal assez longtemps aussi. Mais du coup, il n'y a pas eu tant d'impact que ça sur ma vie perso, quoi. Et du coup, j'ai pu me dire le lendemain, voilà, j'ai envie d'y aller dans 4 ans. Et 4 ans, c'est à la fois court et long, parce que je veux dire, 4 ans dans une vie, quand t'as une compagne, quand t'as des enfants, c'est long, parce que c'est du quotidien, c'est du bi-quotidien. Donc, t'embarques, en fait, t'es à la fois, t'embarques beaucoup de monde dans ce truc et ouais, c'est quand même beaucoup de monde qui fait des sacrifices derrière toi pour que toi, tu réalises ça. Donc, c'est pas tant personnellement, quoi, que ça fait mal, c'est que quand tu réussis pas, ouais, c'est surtout pour les autres que t'as embarqué dans ton aventure, quoi. C'est clair, c'est clair. L'entourage, quand on est sportif de haut niveau, toutes les personnes que j'ai pu avoir m'ont dit à quel point c'est clé, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Si t'es bien entouré, ça peut très très bien se passer, hein, mais même mal se passer. Enfin, je veux dire, c'est pas une condition sine qua non, mais ouais, c'est une des clés aussi de la réussite, quoi. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou on va dire un objet culturel, un film, tu vois, une musique, peu importe à la rigueur, qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, qui t'a un peu peut-être même transformé? Ça peut être vraiment ce que tu veux, ça peut être une BD, ça peut être de la littérature, ça peut être vraiment ce qui te fait kiffer. Est-ce que tu pourrais m'en parler, me raconter un peu voilà quel bouquin ou quel film t'a particulièrement marqué? Ouais, moi moi je suis vraiment un touche à tout, quoi. C'est-à-dire que je peux écouter du rap comme de la classique, je peux mater des séries à gogo ou des films, enfin n'importe quel film, tu vois. Enfin pas en noir et blanc, c'est tout. Mais même en BD, tu vois, enfin quand j'étais gosse, j'avais la collection des Spirou, des Tintins et des trucs comme ça et je les ai poncés. Mais plus dernièrement, tu vois, dans ma vie d'adulte, même dans ma vie de sportif, ouais, il y a 2 livres, quoi. C'est de Dan Millman, Le Guerrier Pacifique, qui est, ouais, qui est à relire j'ai mis plusieurs lectures vraiment à me l'imprégner et je trouve qu'il est bien, je le conseille. C'est un livre à quel sujet? Alors, en fait, c'est une autobiographie. Donc, Dan Millman, qui est un entraîneur d'un athlète. Et, c'est une fiction autobiographique, en fait, qui est basée sur ses souvenirs, lui, d'étudiant.
Et c'est assez difficile à expliquer, mais c'est un peu une ode à la remise en question, justement à se reposer soi-même des questions sur son parcours. Et donc ça, c'est vraiment j'ai vraiment fait une introspection en lisant ce livre, et c'est pas mal. Et après, c'est un autre, j'en ai un autre pas mal aussi, c'est Dans les cabanes de Sibérie de Tesson. Ah ouais, j'adorais. J'aime bien aussi tous les livres de Tesson. Et ça serait, parce que je suis assez j'aime bien me retrouver seul, et un de ces quatre, s'il faut, je vais partir dans une cabane au bord du lac Baïkal. On va te retrouver, c'est ça. Alors, je te souhaite de boire un peu moins de vodka que lui, parce que il a l'air ouais, carrément. de se réchauffer le cœur, quoi. Et puis dernièrement, tu vois, enfin là on parle de livres assez sérieux, mais dernièrement j'ai racheté toute la collection des Dragon Ball et je me suis fait ça. Écoute, c'est la première fois, je vais te dire un truc, Mathieu, qu'on me sort Dragon Ball et Sylvain Tesson. Je trouve que ton éclectisme te fait honneur. C'est très cool. Bah écoute, je te remercie 1000 fois. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier message que tu veux faire passer à l'audience du Gratin, quelque chose que tu pourrais nous dire avant qu'on se quitte, et puis que je te demande où on peut se retrouver aussi, bien sûr. Bah non, je suivez vos rêves, et en fait, tout est possible, tout est réalisable, quoi. Ne vous fixez pas de limites, et surtout ne laissez dire personne que vous pouvez pas le faire. Merci Mathieu. Si on veut te retrouver, toi, la team Vitali, ça se passe pas mal sur Twitter, non, si je me trompe pas? Ouais, Twitter, Instagram, LinkedIn. Partout. Twitter, Insta, partout. LinkedIn, Mathieu Péché. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode ainsi que les livres. Tu as éveillé ma curiosité en plus avec le guerrier pacifique, donc c'est vrai. Ouais, je pense que celui-là il est à lire. Ouais, je pense que je vais me le farcir. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps un week-end en plus, c'est adorable, et puis j'espère à bientôt. Yes, merci à toi, et puis bon week-end, bonne semaine à tous. Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaie d'être assez active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes 2 réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles, ou que vous parlez du podcast autour de vous, ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.